Le terrorisme de l'axe atlanto-sioniste. Voilà un vaste sujet. Quelques rappels vont faire du bien à notre mémoire et nous démontrer quel est le véritable terrorisme à l'échelle internationale, la vraie dictature qui se couvre de démocratie. Pour cela, nous allons revoir ensemble les multiples coups d'État, putsch et autres assassinats commis par la CIA, donc les États-Unis, avec l'OTAN, la Banque mondiale, souvent en lien aussi avec le Mossad, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui coïncide d'ailleurs avec la création du FMI, les accords de Bretton Woods, mais aussi la création de l'ONU. Je le rappelle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, auparavant, c'était la Société des Nations qui avait vu le jour au sortir de la Première Guerre mondiale, et aussi création de l'État d'Israël en terre de Palestine en 1948. Alors, commençons par la fin de la Seconde Guerre mondiale avec août 1945 et Hiroshima, Nagasaki au Japon. Bombardement qui a fait environ 160 000 morts, qui avait été commandité par Henry Stimson, qui était affilié au CFR, mais aussi à la secte satanique de la Skull and Bones. Donc bombe atomique qui se nomme Little Boy et Fat Man, et qui ont fait donc un carnage et que l'on doit aux États-Unis d'Amérique. Plus tard, 1953, renversement du Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh au profit du Shah d'Iran. Donc Mossadegh qui a été officiellement la victime d'un coup d'État monté par la CIA de Kermit Roosevelt, agent de la CIA et petit-fils de Theodore Roosevelt. Et là, nous avons un coup d'État qui va servir d'exemple aux autres coups d'État. L'année d'après, 1954, putsch contre Jacobo Arbenz Guzman au Guatemala, au profit de la dictature de Carlos Castillo Armas, qui était en lien, Armas, avec la CIA, alors que Arbenz avait, lui, été élu démocratiquement par son peuple. 1960, assassinat du Congolais Patrice Lumumba, qui avait pris le parti de l'autodétermination du Congo. Il a été supprimé physiquement. 1961, soulèvement contre Fidel Castro à Cuba, et la même année, destitution de Congli au Laos. 1963, coup d'État au Vietnam contre le président Ngo Dinh Diem. Toujours en 1963, la CIA qui est à l'origine de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba. L'année d'après, 1964, coup d'État contre le président João Goulart au Brésil et aussi contre Victor Paz Estenssoro en Bolivie. 1965, coup d'État contre le président Sukarno qui avait proclamé l'indépendance de l'Indonésie et qui avait même été nommé président à vie de l'Indonésie. Puis coup d'État contre Juan Bosch en République dominicaine, là nous sommes en 65-66. 1967, coup d'État en Grèce contre Georgios Papandréou. La même année, assassinat du célèbre Che Guevara par la CIA en Bolivie le 9 octobre 1967. 11 septembre 1973, putsch américain au Chili contre le pourtant franc-maçon Salvador Allende, remplacé par un autre franc-maçon, le dictateur Agustín Pinochet. 1975, coup d'État contre Juan Velasco Alvarado au Pérou. Dans les années 80, intervention américaine au Nicaragua. En 1981, assassinat de Jaime Roldos Aguilera en Équateur, accident d'hélicoptère. Puis, 2 mois plus tard, assassinat d'Omar Torrijos, accident d'avion au Panama le 31 juillet 1981. Dans les deux cas, c'est l'œuvre de la CIA. Et cela a d'ailleurs provoqué l'écriture du livre de John Perkins, Confession d'un assassin économique. Alors, quand on pose une bombe dans un avion, tel que ça a été le cas pour Torrijos, je ne crois pas qu'on puisse appeler cela un accident. Il s'agit d'un meurtre. 1983, soulèvement américain à Grenade. 15 octobre 1987, assassinat du président burkinabé Thomas Sankara suite à son remarquable discours anti-impérialiste sur la dette à Addis Abeba en Éthiopie le 29 juillet 1987. Donc le 29 juillet 1987, il tient ce discours contre les cartels, enfin sur la dette, et il est assassiné le 15 octobre de la même année. 1989, destitution
de Manuel Noriega au Panama. Noriega qui était pourtant impliqué dans le trafic de drogue, qui était dans les bons papiers américains, mais qui n'avait pas fait la volonté jusqu'au bout des Américains sur le canal de Panama. Il a été destitué. 1991, putsch contre Aristide en Haïti et première intervention militaire des Américains contre Saddam Hussein en Irak. Ce fut l'opération Tempête du désert. 1999, conjointement avec l'OTAN, intervention militaire des Américains au Kosovo. Idem en 2001 en Afghanistan contre les talibans. 11 septembre 2001, attentat du World Trade Center à New York contre des milliers d'Américains, afin de justifier ensuite une guerre contre le terrorisme au Moyen-Orient et l'installation de bases militaires, le prêt intérêt, le pillage des richesses. Et là, qui on retrouve encore une fois la CIA et le Mossad. 2002, tentative de coup d'État contre Hugo Chavez au Venezuela. 2003, invasion de l'Irak de Saddam Hussein par les États-Unis d'Amérique, puis exécution de ce dernier Saddam Hussein en 2006. Hussein qui aurait pu en fait unifier le monde arabe et instaurer une sorte de consensus au Moyen-Orient. Il a été éliminé. 2009, pression du FMI et coup d'État contre Zelaya au Honduras. 30 septembre 2010, coup d'État raté, mais coup d'État quand même, contre Correa en Colombie. 2011, destitution d'Hosni Moubarak en Égypte au profit des frères musulmans de Mohamed Morsi. Toujours en 2011, assassinat de Muammar Kadhafi en Libye. Kadhafi qui avait refusé de vendre le pétrole en dollars et qui avait préféré le dinar libyen et qui avait même encouragé les pays du Moyen-Orient à faire de même. Cela ressemble assez d'ailleurs à Thomas Sankara, son discours sur la dette. Il avait encouragé tous les pays africains à refuser en fait le remboursement de la dette. Donc Kadhafi supprimé en 2011. Depuis 2011, tentative de renversement du président syrien Bachar el-Assad, heureusement soutenu par la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi par l'Iran. Donc Syrie qui est attaquée à la fois par les États-Unis, par Israël et désormais par la Turquie de l'infâme immigrationniste Erdogan. Erdogan qui est lui-même soutenu par Soros. Donc là on voit clairement les deux camps là, Russie, Syrie, Iran et de l'autre côté États-Unis, Israël, Turquie avec bien sûr aussi George Soros. 2014, renversement de Yanukovych en Ukraine, Ukraine qui est désormais intégrée à l'Union européenne. 2019, coup d'État contre Evo Morales en Bolivie, Morales qui a d'ailleurs dû quitter son propre pays. 3 janvier 2020, assassinat du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad sur le sol irakien. Israël s'est alors attaqué à l'Iran sous couvert d'agression américaine. En fait, le sale boulot est fait par les États-Unis et l'OTAN et cela profite à Israël. Mais cela n'est pas nouveau et d'ailleurs, pour rappel, la destruction de la Perse et de l'Europe, les deux sont vraiment ciblés, c'est la condition sine qua non de l'arrivée du Messie pour les juifs talmudistes. L'implication de la CIA et du Mossad a été avouée concernant le meurtre de Soleimani et Donald Trump, en parfait sioniste en matière de politique étrangère, Donald Trump a approuvé cela. Donc les États-Unis font le sale boulot en faveur d'Israël, en faveur des banques centrales, des cartels, et d'ailleurs les conseillers à la Maison Blanche qui sont triés sur le volet sont tous sionistes, comme par hasard. Le but du pouvoir occulte, à travers toutes ces manœuvres subversives, et la liste n'est pas exhaustive, le but du pouvoir occulte, c'est de mettre en place des marionnettes au service d'Israël, au service du grand Israël. Car partout où il y a eu soulèvement ou coup d'État ou encore assassinat, ce fut pour mettre ensuite en place un pion sous contrôle des États-Unis et d'Israël. Un chef d'État qui collabore avec l'axe américano-sioniste et qui se soumet à la volonté des cartels, donc cartels bancaires, pétroliers, agroalimentaires, pharmaceutiques. Cette ingérence a-t-elle été bénéfique aux nations concernées, une fois l'installation des cartels et des marionnettes américaines? La réponse est non. Généralement, tout ceci se produit
au nom de la démocratie et des droits de l'homme, c'est-à-dire au nom de faux principes maçonniques. Les prétextes, quels sont-ils? En Irak, ce fut les armes de destruction massive, comme si les États-Unis et Israël n'avaient pas d'armes de destruction massive. Suite au 11 septembre, ce fut la guerre contre le terrorisme, guerre contre un dictateur pour apporter soi-disant la démocratie et installer les cartels. En fait, Israël détruit les nations dans son propre intérêt, voilà. Dans son intérêt financier, énergétique, dans son projet de domination. Voilà. En avançant masqué, souvent par le biais des États-Unis, de la CIA, de l'OTAN. Le moyen, l'outil employé pour dominer, on le connaît, c'est la corruption, le chantage, les menaces. Les moyens employés sont colossaux. Et d'ailleurs, nous savons qu'en 2013, il y a eu, rien qu'aux États-Unis d'Amérique, 100 000 lobbyistes. Et cela a coûté 3 milliards 200 millions de dollars de dépenses. C'est quand même colossal. Le but, c'est l'asservissement des États par l'endettement et l'hégémonie des cartels. Donc il s'agit d'une hégémonie, d'une domination qui est supranationale et non nationale. On remarque que là où ont frappé les États-Unis, l'OTAN, la CIA, la NSA, il n'y a pas de hasard. À chaque fois, il y a eu insoumission d'un chef d'État, que ce soit Lumumba, Sankara, Toreros, Kadhafi, Morales, Chavez. À chaque fois, insoumission d'un chef d'État, ou aussi intérêt financier, voire pétrolier. Intérêt financier Rothschild, intérêt pétrolier Rockefeller. On remarque aussi qu'en Iran, il n'y a pas de banque centrale Rothschild. Et on remarque enfin que la plupart d'entre eux, de ces chefs d'État qui ont été destitués, la plupart d'entre eux avaient l'appui du peuple. Ils avaient été élus démocratiquement. Donc en fait, c'est au nom de la démocratie que sont supprimés des chefs d'État qui ont été élus sur un modèle démocratique. Donc le processus est le suivant. Des agents des cartels arrivent, donc des agents des multinationales, en l'occurrence John Perkins autrefois, et ils proposent des prêts pour endetter les États-nations au profit des banques d'affaires. Et s'il y a refus, il y a généralement intervention du FMI, donc je vous ai dit, les menaces, le chantage, etc. Donc FMI qui est le flic financier. Et si le chef d'État ne veut toujours pas coopérer avec la CIA, avec les États-Unis, avec les banques, avec les cartels bancaires comme pétroliers d'ailleurs, s'il ne veut pas coopérer, en fait, avec l'Empire contre son propre peuple, il y a soulèvement, coup d'État ou meurtre. À cela, à toute cette liste que je viens d'énumérer, ajoutons aussi en Europe, et c'est très important, l'intervention de la Troïka. Alors qu'est-ce que la Troïka? C'est le FMI, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne. Donc le FMI, Fonds monétaire international, qui est le bras armé financier des mondialistes, des globalistes, donc des États-Unis et d'Israël. La BCE, Banque Centrale Européenne, comme son nom l'indique, est une banque centrale qui fait partie de la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, qui est basée à Bâle en Suisse et qui est sous la coupe des Rothschild, donc banque centrale qui applique d'ailleurs la même politique que la Fédérale Réserve, même politique inflationniste, donc là aussi instrument de l'empire américano-sioniste. Et enfin, Union Européenne, dont nous savons qu'elle est sous tutelle des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Donc voilà ce qu'est la Troïka. Et nous avons plusieurs pays en Europe qui ont été impactés car en difficulté financière suite à la fameuse crise des subprimes, c'est-à-dire l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, Chypre, la Grèce, surtout. Des prêts du FMI ont été accordés à certaines conditions, donc il y a maintenant plusieurs années, et ces conditions, c'était des mesures d'austérité, et pas des moindres, avec des conséquences très fâcheuses sur le plan social en matière d'emploi, avec la hausse du chômage à 30%, enfin des restrictions budgétaires assez incroyables. Le peuple a dû vraiment se serrer la ceinture, le pouvoir d'achat s'en est ressenti, vraiment ça a été catastrophique, plus tout ce qui s'est passé sur le terrain, tous les soulèvements populaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous pend au nez, à nous, Français, avec la crise du coronavirus. Et là, d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller plus loin.
l'axe atlanto-sioniste dans cette crise du coronavirus. La solution passe par le contrôle de notre crédit. Emprunter à nouveau à taux zéro à la Banque de France, comme c'était le cas avant la loi Pompidou-Rothschild qui date de 1973. Donc, pour nos gouvernants, l'enjeu est très simple. Il y a deux solutions. Soit faire l'intérêt du peuple, soit faire l'intérêt des cartels. Cartels bancaires, pétroliers, agroalimentaires, pharmaceutiques, on l'a vu. Il y a deux solutions. Soit faire l'intérêt de l'un, soit faire l'intérêt de l'autre. Voilà. Mais comme nous, Macron, en fait, est un banquier de chez Rothschild, on voit très bien l'intérêt de qui il agit. Voilà, lui et son gouvernement. Selon une enquête de The Guardian, donc officiel, journal officiel, des politiciens américains ont été financés par le cartel pétrolier lors de leur campagne électorale. Puis, ils ont ensuite accordé des subventions en milliards de dollars à Shell, ExxonMobil et Marathon Petroleum. Donc, ces politiciens américains, le cartel pétrolier a financé leur campagne électorale, puis quand ils ont été au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé l'ascenseur. Ils ont accordé des subventionnements d'État, des subventions d'État, donc aux principaux cartels pétroliers. Donc en fait, tu me finances, puis je te subventionne. Et le peuple dans tout ça? Ben, le peuple, c'est un couillon. Voilà, clairement. Il vote pour ces gens-là, et puis il y croit en plus. Hein. Voilà. Il y croit ferme. Nous avons aussi un article dans The New Republic qui date de 2015, qui nous apprend le titre que Wall Street paye des banquiers qu'il place au sein du gouvernement. Donc en fait, Wall Street détache des banquiers qui ont donc été indemnisés par Wall Street et placés à la Maison Blanche, à des postes stratégiques, pour faire les intérêts de la haute finance. Voilà. Donc des gens qui travaillent pour Wall Street, ils sont indemnisés, ils reçoivent des indemnités, ils sont placés, donc conseillers à la Maison Blanche, secrétaires d'État, etc., etc., voilà, pour continuer à faire l'intérêt de Wall Street, sans être à Wall Street officiellement, si vous voulez. Dans son livre « Confession d'un assassin économique », à la page 95, John Perkins parle de certains agents de l'empire américano-sioniste. Il nous parle par exemple de George Shultz, qui fut ministre des Finances et président du Conseil de politique économique sur Wilson. Il fut ensuite président de Bechtel, puis devint secrétaire d'État sous Reagan. On parle d'autres personnes, comme Caspar Weinberger, qui fut vice-président et conseiller général de Bechtel, et plus tard secrétaire à la défense sous Reagan. Richard Helms fut directeur de la CIA sous Johnson, puis devint ambassadeur en Iran sous Nixon. Richard Cheney fut secrétaire à la défense sous George Herbert Walker Bush, puis président de Halliburton et enfin vice-président de George W. Bush. Même un président des États-Unis d'Amérique, George Herbert Walker Bush, donc George Bush père, débuta comme fondateur de Zapata Petroleum Corporation, fut ambassadeur aux Nations Unies sous le président Nixon et Ford. Et il fut ensuite directeur de la CIA sous Ford. Donc, fin de citation. Donc là, on a certains exemples, donc comme George Herbert Walker Bush père, donc fondateur d'un cartel pétrolier, ambassadeur à l'ONU, directeur de la CIA, président des États-Unis d'Amérique. Je rappelle que ce fut le premier à dire publiquement nouvel ordre mondial, avoir parlé de cela, c'était le 11 septembre 1990, soit exactement 11 ans avant les attentats du World Trade Center. Nous avons aussi dans le registre multicarte George W. Bush, qui fut président des États-Unis d'Amérique, qui fut directeur de la CIA de 76 à 77, membre, comme son père d'ailleurs, la famille Bush, de la très satanique Skull and Bones, donc qui est basée à Yale aux États-Unis. Aussi, George W. Bush, on le retrouve dans le groupe d'investissement Carlyle. William Avril Harriman, maintenant, ce banquier, gouverneur de l'État de New York, ambassadeur américain en URSS,
conseiller économique de Dwight Eisenhower, donc le président sioniste des États-Unis d'Amérique, donc ponte de Wall Street, mais aussi de la Skull and Bones, Harriman, qui selon Anthony Risselton est le parrain de cette secte satanique. Les Rockefeller maintenant dans le cartel pétrolier. Dans la politique, on a eu Nelson Rockefeller, vice-président et gouverneur de l'État de New York, donc dans la haute maçonnerie, famille Rockefeller liée à la famille Dulles par le sang, qui a le contrôle de la CIA, des États-Unis d'Amérique, donc surtout dans le pétrole, les Rockefeller avec ExxonMobil aujourd'hui, qui était autrefois la Standard Oil de John Davison Rockefeller, donc les Rockefeller dans le pétrole, mais aussi dans la politique, on l'a vu avec Nelson Rockefeller, dans la banque, dans le complexe militaro-industriel. Ça n'a jamais intéressé David Rockefeller de faire officiellement de la politique. Il a toujours préféré être un marionnettiste qui tire les ficelles en coulisses plutôt qu'une marionnette, et on le comprend sans problème. Mais nous avons un peu le même schéma en France, avec Dominique Strauss-Kahn, qui a été au gouvernement quand il était au Parti Socialiste, et qui a été ensuite au FMI, Emmanuel Macron, banquier de chez Rothschild, qui a été ministre de l'économie et maintenant président de la République, François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, puis dans la finance, Christine Lagarde, ministre de la Culture, puis ministre de l'économie, puis directrice du FMI et maintenant directrice de la Banque Centrale Européenne. Donc on voit que c'est le même système, la même oligarchie, que tous ces gens sont en fait des agents de l'oligarchie mondialiste, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient dans la finance, qu'ils soient dans un cartel, qu'ils soient dans la politique ou dans toute autre chose. Donc en France, sous la République, je ferai remarquer qu'avec les agents, les laquais de l'Israël judo-sioniste, il n'y a pas de coup d'État, bien évidemment. Pas de coup d'État contre Sarkozy, Hollande ou Macron, le banquier de Rothschild. L'oligarchie mondialiste ne va pas fomenter un coup d'État contre ses propres marionnettes. Elle ne va pas se tirer une balle dans le pied, c'est évident, ça se comprend sans problème. En France, les attentats ne sont jamais exécutés par un fanatique de la LDJ. L'exécutant, c'est toujours un musulman. Pour profaner dans les églises, c'est pareil. Nous avons un athée antifa, alors que la haine antichrétienne, elle, on sait qu'elle est profondément talmudique. Pour liquider la France, nous avons Macron, le goy franc-maçon des hauts grades, et non un talmudiste. Voilà, nous avons Macron de la haute maçonnerie, la fraternité verte, coopté par François Hollande. Donc, le rôle des médias dans tout ça, c'est d'opérer un transfert de cible. Les médias dissimulent volontairement les commanditaires, ils induisent volontairement en erreur le peuple. Hier, je rappelle, c'était la menace communiste, aujourd'hui c'est la menace terroriste. Dans les deux cas, qui est à l'origine de la révolution bolchevique et de Daesh? Poser la question, c'est un peu avoir la réponse. Donc nous assistons à une guerre contre les nations qui est menée par cet axe américano-sioniste principalement, par des cartels qui sont derrière, en coulisses, et particulièrement en Europe, via l'Union européenne, qui est le cheval de Troie des nations, qui est gangréné par le lobby sioniste, avec ce Parlement juif européen qui est greffé au Parlement européen à Bruxelles. Voilà comment Israël, destructeur de nations, s'en prend au peuple, à notre civilisation, de manière indirecte et non frontale, par le biais de ses lobbies, par le biais de ses agents, des services de renseignement et autres conseillers qui officiellement nous veulent du bien et qui prétendent lutter contre le terrorisme dont ils sont à l'origine en fait, dont ils sont même les auteurs. À partir des faits que nous venons de constater, nous pouvons en conclure que l'axe américano-sioniste incarne incontestablement le véritable terrorisme. Mais cela ne signifie pas que les autres terrorismes n'existent pas, qu'il n'existe pas de terroristes islamistes, qu'il n'y a pas de fanatiques islamistes. Ça existe, attention, mais selon moi, les deux, terrorisme américano-sioniste et l'islamiste, ne sont pas du tout à mettre sur un pied d'égalité. Tout d'abord, un mot sur ce qu'on appelle l'État islamique, Daesh.
On sait qui l'a soutenu, la CIA. Et même, on sait qu'il a créé de toutes pièces. Sur TV Liberté, nous avons un spécialiste de la question, Xavier Roffer, qui avait affirmé ceci. Dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un seul islamiste. Sur plusieurs dizaines de personnes à la tête de Daesh. Et selon lui, selon Roffer, ce sont les généraux laïcs de l'armée de Saddam Hussein qui sont officiellement à la direction de Daesh. Quant à Al-Qaïda, il s'agit d'une organisation soutenue financièrement par l'Arabie Saoudite et Washington. Nous savons les liens entre la famille Bush, la CIA, les Saouds et Ben Laden. Nous savons aussi qu'Al-Qaïda a servi à combattre la Russie en Afghanistan. D'ailleurs, cela a été avoué par Clinton. En fait, ça a été un instrument dans les mains des Américains pour combattre la Russie, Al-Qaïda. Al-Nosra, c'est la branche d'Al-Qaïda, mais en Syrie, responsable notamment du massacre des chrétiens d'Orient, et dont le sioniste Laurent Fabius a dit que sur le terrain, Al-Nosra, ils font du bon boulot. Je crois que cela se passe de commentaires. Donc voilà quelques informations importantes qui doivent nous amener à relativiser lorsqu'on désigne à tort et à travers le terrorisme, qui est d'ailleurs obligatoirement, quand on dit le terrorisme, c'est obligatoirement, dans l'esprit des gens, le terrorisme islamiste. Donc relativisons un petit peu à partir de ces quelques informations. Car derrière le terrorisme américano-sioniste, on y revient, il y a le règne et même l'hégémonie des cartels, particulièrement du totalitarisme bancaire et son triple contrôle. Contrôle déjà de la création monétaire qui est dans les mains des banques privées, la création de l'argent. Contrôle des nations par le prêt-intérêt, donc l'usure, et la dette publique des États. Je te prête, mais tu exécutes mes décisions. Et enfin, contrôle des gouvernements qui sont financés par ces mêmes banques privées, leur campagne électorale, comme les partis politiques, qui ne peuvent subsister sans l'intervention des banques, sans l'appui des banques. La question qui en découle est la suivante. Qui viendra interrompre l'hégémonie des cartels? Là est la question. Face à ce totalitarisme, la solution économique passe par le contrôle de notre crédit, par le crédit social. Crédit social qui a été conceptualisé par Clifford Douglas, qui a été promu par le catholique québécois Louis Even, et crédit social qui est au service de tous, de la justice sociale, selon les besoins de chacun, et qui assurerait un minimum vital à tous et qui constituerait un fonds de réserve pour la population. La Fédérale Réserve, lorsqu'elle s'est créée en 1913, elle s'est créée sur ce mensonge-là, en fait, du fonds de réserve pour le peuple américain. En fait, avec le crédit social, voilà, ça serait cette concrétisation d'un fonds de réserve pour la population en empruntant de nouveau à taux zéro à la Banque de France. Donc voilà sur le plan économique. À titre individuel et spirituel, c'est tout autre chose. Comme j'ai l'habitude de dire, à défaut de pouvoir sauver la France et le monde, sauvons déjà notre âme, ça serait déjà une très bonne chose, et donc que Dieu vous garde.